C'est un petit village bucolique, sur les rives de la Dordogne, Mozac et Grand Castan. C'est ici que réside Idilko Pierce de Neuburg, une aristocrate de 83 ans, d'origine hongroise, qui n'a pas d'héritier. Le 19 février 2016, l'une de ses employées donne l'alerte. Sa patronne, qui vit dans cette maison, a disparu et ne répond plus au téléphone. Les gendarmes se rendent sur place. Ils constatent qu'il n'y a pas eu d'effraction. Sa voiture est toujours là. Rien n'a été volé dans la maison, mais aucune trace de la comtesse. Dans le village, tout le monde s'imagine le pire, car le moins que l'on puisse dire, c'est que l'aristocrate n'est pas très appréciée. Elle est même détestée par la plupart de ses employés, comme Janine, sa femme de ménage. Une dispute avec elle, c'est tout à fait possible. Si vous oubliez de lui parler à la troisième personne, elle va vous dire « Janine, vous êtes une insolente ». Elle avait une manière de parler aux gens comme si on était des chiens. Elle avait un mépris pour les petites gens qui était quand même assez désagréable. Pendant de longs mois, l'enquête patine et le mystère reste entier. Jusqu'au jour où les enquêteurs vont découvrir que la comtesse aurait été victime d'une vengeance de l'un de ses domestiques. Alors qui est l'auteur du crime? La femme de ménage, l'employé de maison ou le jardinier? La vie de cette grande dame n'a pas commencé sous les meilleurs auspices. Idilko Pierce de Neuburg est née en Hongrie en 1932. Victime de persécutions communistes, sa famille perd tous ses biens et s'enfuit en Belgique. Elle trouve refuge dans cette sublime demeure. Elle appartient au père de Benoît et Catherine, le comte de Lohkorsvarum. Mon père, qui était un homme très accueillant et qui connaissait les souffrances que pouvaient connaître les gens qui étaient déportés, qui étaient exilés, etc. À l'arrivée du communisme en Hongrie, il y a beaucoup de Hongrois qui se sont réfugiés ici. C'était comme ça que nous avons recueilli les parents d'Idilko et Idilko aussi. La jeune femme trouve peu à peu sa place dans la haute société belge. Et en 1980, elle se marie avec un riche rentier, Georges Pierce de Neuburg. C'est vrai que pour Idilko, ça l'a changé très fort de la vie assez modeste qu'elle menait jusqu'à ce moment-là. On se disait qu'ils avaient de quoi vivre amplement le restant de leur jour avec facilité. Son mari lui offre alors tout ce dont elle rêve. Comme cette grande propriété en Dordogne, située à quelques kilomètres du village de Mozac et Grand Castan. Le couple s'y installe en 1991 et y vit entouré de domestiques. Janine, l'une des femmes de ménage, se rappelle de leur train de vie qui détonne dans le village. Ils sont arrivés tous les deux, alors vous savez, ils avaient des grands manteaux kaki avec des capes, des grandes bottes et tout ça, c'était impressionnant quand vous les voyez, oui. Quand même, ils recevaient la princesse du Luxembourg, souvent, qui s'appelle Katharina. On voyait quand même que ça sortait de l'ordinaire. Et très vite, le comportement du couple fait jaser. Dans le bourg, je pense que personne n'a tellement apprécié leur attitude, parce que c'était des gens quand même qui se croyaient au-dessus des autres. Donc elle a pris des airs de princesse, c'est des choses qui m'horripilent, ça. Je ne peux pas le supporter, moi. Avec son personnel, Idilko se montrerait particulièrement dure et hautaine. Pendant plus de 13 ans à son service, comme chauffeur personnel et femme de ménage, Marilyn affirme avoir subi de nombreuses brimades. Elle disait « tais-toi, c'est moi qui commande, tu n'as pas à avoir la parole, les domestiques n'ont rien à dire ». Moi, je n'avais pas le droit de boire chez elle ni d'aller aux toilettes. Il y avait un cabinet des jardiniers dehors et on pouvait aller là-bas. Un portrait très dur, atténué par Françoise Chazot, l'une des rares amies d'Idilko en Dordogne. Bon, elle était dure avec le personnel et tout, mais non, je crois qu'elle voulait le respect. C'est sûr, parce qu'elle-même, elle avait ce respect pour elle. Elle était dure avec elle-même. Et en 1999, la grande dame va vivre une terrible épreuve. Après 20 ans de mariage, son mari la quitte pour une autre femme, plus jeune. Idilko tombe de haut. Ses amis se rappellent qu'elle refuse alors ce divorce qui lui ferait tout perdre. C'est un divorce qui s'est
très mal passé dans son fait à elle. Elle ne voulait pas signer aucun acte de divorce en disant qu'elle s'était mariée pour la vie. Elle était très malheureuse, très malheureuse. Idilko finit par accepter le divorce en échange d'une partie du patrimoine de son mari. Mais l'aristocrate qui ne travaille pas doit tout de même considérablement diminuer son train de vie. Fini la vie de château, elle déménage à quelques kilomètres de là, dans cette maison bien plus modeste. Quand j'ai vu l'endroit où elle allait habiter, j'étais surprise négativement, on va dire. C'est une maison qui est construite dans un bas-fond, donc susceptible d'avoir des brouillards l'hiver, et isolée en plus. Je lui ai dit, mais Idilko, vous êtes sûr ça ne correspond pas du tout, même à vous, à votre personnalité. Selon sa femme de ménage, Idilko vit très mal ce déclassement. Elle avait une vie, je pense, beaucoup plus simple et je pense que ça l'agaçait beaucoup puisqu'elle n'était plus dans un château déjà, comme elle était avant. Quand elle s'est retrouvée seule à son divorce, elle n'avait plus du tout les mêmes sommes d'argent, c'est certain, quoi. Des problèmes d'argent qui créeraient encore plus de tensions entre Idilko et ses employés. La plupart du temps, elle me payait. Alors, c'était pas toujours régulièrement, hein, ça pouvait être au bout de 15 jours, d'un mois, d'une semaine. Mais parfois, il fallait le lui demander. Parfois, il fallait attendre. Des retards de paiement qui énerveraient le compagnon de Marilyn, Emmanuel Bouscaillou, 39 ans. Lui aussi employé chez la comtesse pour des travaux de jardinage. Et ce qui l'exaspérait par-dessus tout, c'est son salaire qu'il considère trop faible, 10 € de l'heure, non déclaré. Emmanuel, en fait, quand il a arrêté d'y aller, il m'a dit que c'est parce que voilà, il était sous-payé et qu'il en avait marre aussi. Il préférait au moins, tant qu'à faire que de ne pas être payé, le faire pour nous. Elle réagissait en fait en disant que non, que c'était amplement payé, qu'elle n'était pas une Américaine et que dans son entourage, on lui disait que c'était bien suffisamment payé. Voilà. Au fil des années, les incompréhensions et les rancœurs s'accumulent. Mais la comtesse n'en aurait que faire. Ces difficultés financières vont la faire sombrer peu à peu dans la solitude, la dépression et l'alcool. À chaque fois que j'y ai travaillé, il fallait que j'emporte des cadavres de bouteilles. Il y en avait un peu partout. Parfois, elle montait l'escalier, elle montait 2 marches, elle en redescendait une. Parfois, elle dormait, parfois, elle rigolait, parfois, elle disait n'importe quoi. Le 19 février 2016, Idilko se volatilise littéralement. Lorsque les gendarmes arrivent sur place, ils découvrent au pied de l'escalier et devant la porte d'entrée des petites traces de sang. L'analyse révèle que c'est bien celui de la comtesse. À l'intérieur de la maison, des prélèvements ADN sont effectués, mais ils ne vont rien donner pour le moment. Durant 3 mois, l'enquête reste au point mort, jusqu'à ce qu'un autre fait divers impliquant un employé de la comtesse fasse basculer l'enquête. Le 20 mai 2016, dans un village voisin, Emmanuel Bouscaillou, le jardinier, vient régler ses comptes avec son frère et sa mère. Le motif, il les accuse d'avoir fait piquer son chien sans l'avertir. Et sa réaction est disproportionnée. Il me cherchait, comme il était bourré, et le fait qu'il me voit pas, en fait, il s'en est pris à ma voiture, quoi. Donc il a foncé avec sa voiture dans l'aile, des coups de crosse sur le capot, 5 coups de carabine. Donc un coup là, un coup là, un coup dans le phare. Si j'étais sorti, en fait, eh bien, c'était moi qui prenais les balles. Oh oui, là, c'est sûr. Moi, j'ai eu très peur. Ce déchaînement de violence va mettre la puce à l'oreille des enquêteurs. En prélevant l'ADN d'Emmanuel Bouscaillou, ils se rendent compte que cela correspond à un ADN retrouvé chez la comtesse. Placé en garde à vue, il craque et passe rapidement aux aveux. Il explique qu'il a tué la comtesse lors d'une dispute qui a mal tourné. Mais il n'en dit pas plus. Il consent en revanche à conduire les gendarmes à l'endroit où il a enterré le corps. Dans ce bois, à seulement 400 mètres de la maison de sa victime.
Pour sa compagne Marilyn, le monde s'effondre. Et là, je suis restée peut-être un quart d'heure, la bouche ouverte, les yeux ouverts, toute tordue sur ma chaise à ne rien comprendre. Et puis après, j'ai pleuré, j'ai fait une crise de nerfs. Rien ne laissait paraître qu'il était au courant de quelque chose, quoi. C'est ça qui est terrible. Moi, il ne m'a jamais insulté, il ne m'a jamais tapé, il ne m'a jamais engueulé. Il a toujours été adorable avec moi. Mais le frère et la mère d'Emmanuel Bouscaïou décrivent un tout autre personnage. Un homme violent, dépendant à l'alcool et à la drogue. La consommation d'héroïne, ça n'arrêtait pas. Le problème, c'est qu'après, quand il prenait de l'alcool par-dessus. Et oui, voilà. Et comme il a l'alcool mauvais. Et ça fait pas bon ménage, ça. Que quand il devenait comme ça, là, dans ces moments où il pétait carrément les plombs, il était capable de tout. En dernier, il devenait complètement fou. À vouloir tuer tout le monde. Pour les amis d'enfance d'Emmanuel, sa consommation d'alcool et de drogue le poussait à être sans cesse à la recherche d'argent. Si une personne à côté de lui sortait un billet de 50 € comme ça l'énervait. Il voulait en permanence de l'argent, de l'argent, de l'argent, l'argent. Selon eux, ce serait en allant réclamer de l'argent à la comtesse que le drame serait survenu. Moi, j'en suis persuadé que la comtesse n'a pas voulu payer. À mon avis, il a dû boire, prendre un petit peu d'héroïne, et puis pour se donner du courage pour faire ça, pour aller la voir. Et ça l'a rendu fou, quoi. Emmanuel a-t-il prémédité son geste? Ou s'agit-il, comme il l'affirme, d'une dispute qui a mal tourné? Tous les autres employés ont été mis hors de cause. Emmanuel Bouscaïou est lui mis en examen pour homicide. Il encourt 30 ans de réclusion. En attendant son procès, il est incarcéré à la prison de Périgueux, d'où il correspond avec sa compagne. Coucou ma chérie. J'espère que tu es forte avec tout ce qu'il se passe. Je sais, j'ai fait une belle connerie et maintenant, fermée dans cette prison de merde. J'arrête pas de penser à toi. J'espère te voir très bientôt et te parler aussi. Je t'aime fort. À très bientôt. Ton chéri qui t'aime, Emmanuel. Les proches d'Idilko Pierce de Neubourg attendent le rapatriement du corps de leur ami en Belgique pour enfin se recueillir. Nous voulons qu'elle ait une sépulture, que son nom soit écrit quelque part, pour qu'elle reste dans la mémoire de chacun ou dans les prières de ceux qui veulent prier pour elle. Idilko Pierce de Neubourg devrait être enterré en Belgique dans les prochaines semaines.